Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien conduit par Reporter Bénémonde et Afrique Chrono TV. Nous allons parler aujourd'hui du système politique au Bénin et nous sommes avec le professeur Alexandre Montondi. Bonjour professeur. Bonjour madame. Présentez-vous. Je m'appelle Jean-Alexandre Montondi, je suis médecin interniste à la retraite. Vous êtes aussi acteur politique surtout. Oui, je suis acteur politique et un observateur attentif. Vous avez dit qu'au Bénin, qu'il y a des cycles qui se renouvellent. Nous sommes, selon vous, dans lequel aujourd'hui? Il faut dire que le cycle qui est lié au phénomène générationnel, je veux dire, ce cycle-là a été observé depuis 1945, où tous les 15 ans, on dira que l'approche doctrinale de l'itinéraire politique du Bénin, du Dahomey d'abord, puis du Bénin, se renouvelle. L'approche doctrinale se renouvelle. C'est ainsi qu'en 1945, lorsque le premier parti a été créé, l'UPD, l'Union progressiste Dahomey, a été créé, bien sûr, à partir de cet instant, cette année-là qui est l'année zéro. En 1960, donc 15 ans plus tard, nous avons connu l'indépendance et la néocolonisation a commencé. Et avec la néocolonisation, il y a eu des mouvements de jeunes qui ont introduit la notion de la lutte anti-impérialiste conséquente. Mais il faut le savoir, déjà au début des années 50, le problème de l'ethnisation de la politique a commencé avec la création du groupe ethnique du Nord et ensuite du groupe UDD et du PRD. Et ces phénomènes-là vont être conjugués pour devenir un peu plus tard, pour donner un peu plus tard cette affaire du conseil présidentiel. Je tais toutes les autres péripéties. Le conseil présidentiel en 1970, et qui a consacré, bien sûr, le tricéphalisme de la chose politique au Bénin. C'est-à-dire, il y a trois pôles que des générations d'hommes et de femmes ne sont pas arrivées à effacer. C'est-à-dire le pôle Nord, le pôle PRD, donc du Lomé Plateau, et le pôle UDD, donc du centre des fonds de Radia. Cela jette un peu le pont jusqu'en 1975, où le marxisme-léninisme, après le coup d'État militaire de Kérékou en 1912, nous avons abordé le marxisme-léninisme qui, ma foi, nous a fait connaître la dictature du prolétariat. Ceux qui ont vécu cela s'en souviennent encore. Et qui, en 1990, a fini par rendre les armes. Et depuis, nous avons bâti le renouveau démocratique. Toujours 15 ans. Puis en 2005, toujours au niveau doctrinal, nous avons inventé, en tout cas, nous avons abordé ce que nous avons appelé le changement. Ce changement qui a embrasé toute l'Afrique, l'émergence, le changement, même les États-Unis et la France. C'est pour dire que c'était une idée très forte, qui coïncidait avec une volonté, disons, volonté de politique qui transcende les frontières, de changer notre méthode de travail, de développement. Alors, en principe de 2005 à 2020 où nous sommes, en principe, les aménagements devraient se faire. Les aménagements devraient se faire pour être au rendez-vous, n'est-ce pas, avec ce cycle-là du peuple béninois, au niveau politique, s'entend. Mais en 2016, alors que nous devrions connaître une élection, nous avons connu une élection normale, et il y a eu le candidat qui est arrivé en premier, à savoir M. Talon, a pris les rênes du pouvoir au Bénin.
puis a commis 2 fautes majeures. Lesquelles? La première faute, c'est de se saisir du pouvoir pour régler ses comptes personnels, pour régler des comptes, pour se venger. L'esprit de vengeance, le pouvoir, et l'esprit de vengeance. La loi de Talion, temps pour temps, œil pour œil, temps pour temps, fracture pour fracture, etc. etc. C'est Lévitique 24, verset 19 à 22. Vous pouvez aller vérifier. Cela ne peut pas continuer. Prendre le pouvoir du peuple, l'investissement du peuple en vous est une question de foi, de grande foi, qui appelle une autre vertu, la charité. Parce que c'est ça qui porte l'espérance du peuple. Parce que la foi, la charité et l'espérance ne sont pas seulement que des vertus théologales. C'est des vertus humanitaires et humanistes. Et ce peuple attendait la générosité de ceux qui le dirigent. Ce peuple voulait un léger mieux. Et il avait porté cela très haut. Les idées généreuses de l'éducation à tout le monde, de la santé universelle, de l'assurance pour tous, c'était des idées que nous portions. Mais l'alternance qui a porté M. Talon au pouvoir a également permis l'instauration d'une gouvernance abjecte. C'est la deuxième faute, selon vous? Non, je parle de... Le pouvoir que le peuple vous confère, vous devez l'utiliser pour ce peuple-là et au nom de ce peuple-là. Reprendre pour dire, celui-là m'avait fait telle chose, ouais. Celui-là m'a fait telle chose, tout ce que j'ai vu sur mon chemin pour faire des affaires, pour faire des coups, elles sont autour de moi, et puis nous nous entendons, nous allons mettre la main sur tout. Cela est une chose abjecte. Le pouvoir d'État, un chef d'État n'a jamais d'adversaire en son citoyen. Non, on transcende cela. Le pouvoir d'État demande de la transcendance. On se met au-dessus de la mêlée. Nous ne l'avons pas retrouvé. On voit un chef d'État qui veut régler son compte avec tel. Et ça finit par créer des histoires qui nous distraient de l'essentiel. Deuxième chose qui est absolument grave, c'est-à-dire le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Cela rompt, cela dissout rapidement la confiance, la foi de vos mandants. Et ensuite, cela vous rend suspect. Et tout acte que vous posez à partir de cet instant-là est suspect. Celui qui est à côté se demande, mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il fait? Il parle de paix, il parle de bien-être, mais le bien-être pour lui tout seul. C'est les deux fautes graves. Et ça a été fait devant tout le monde. Mais vous avez été comptable de l'avènement de Patrice Talon. Et comment? Nous sommes 65% de ce pays, de ce peuple, à voter pour Talon. Et c'est ça qui rend les fautes que je viens de citer, qui les rend beaucoup plus graves et impardonnables pratiquement. Quoique je sois un homme très tolérant. Alors, ces deux fautes-là, si Talon avait été devant moi, M. Talon avait été devant moi, je lui aurais dit, voilà les deux fautes. Et comme sur le plan psychologique, sa personnalité se complète dans de tels comportements, ce n'est pas demain la fin de notre calvaire. Quand vous parlez de générosité envers le peuple, vous parlez de quoi? Est-ce que, parce que lui, il dit qu'il a saigné. Il a saigné quoi? Il a saigné quoi? Mais dites-moi ce qu'il a saigné. Mais il a saigné quoi?
je ne veux pas rentrer dans disons, la fange de ce qui se passe. Je ne veux pas rentrer dedans. Pour convenance personnelle. Mais je dois dire quand même, pour la vérité, et c'est important, je dois dire que le peuple béninois a des raisons d'être en colère. Et les grandes communautés, vous savez de quelle communauté je parle, qui constitue, n'est-ce pas, notre peuple. Ces grandes communautés sont très furieuses. Et le pouvoir, le régime le sait, qui a créé des sièges ici et là, des sièges militaires ici et là, même des couvre-feux sur le territoire national. Pourquoi? On peut économiser la violence et avoir les meilleurs résultats. Et même si vous souffrez, vous êtes une personnalité, vous avez souffert dans votre vie, mais le mal que vous faites à autrui ne vous soulage pas de votre propre mal. Ce n'est pas possible. L'idée de vengeance n'a jamais rien construit. Les peuples, les communautés luttent pour la justice et la paix. Si nous comprenons cela, nous serons un bon dirigeant. Professeur Alexandre Moutondji, dites-moi, puisqu'on parle de cycle et qu'après chaque cycle, ça se renouvelle, est-ce qu'on peut espérer que l'on finisse avec ça? Que l'on veuille ou non. Puisque la génération qui vit ça dans sa peau, parce que la cocotte minute qui va éclater si on n'arrête pas, la mauvaise gouvernance qu'il y a pour aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse-là, personne ne peut rien contre. Elle prendra progressivement conscience de son rôle historique et passera à l'acte. Mais pourvu que ce ne soit pas une folie glorieuse ou haineuse, pourvu que cela permette, n'est-ce pas, que au Bénin, de faire ses petits pas et de compter parmi, n'est-ce pas, les autres nations. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin, nous sommes exclus pratiquement. Plus personne ne vient nous voir. Parce que c'est deux choses qui se déroulent devant nous. Je dis, tous les autres comportements sont des corollaires de ces deux fautes, soit de l'exercice du pouvoir. La conquête du pouvoir, nous l'avons tous aidé à le faire, parce qu'il y a de notre génération. Il a travaillé avec nous. Je dis, il a même beaucoup contribué. Nous le connaissions. Si ce n'était pas les conflits entre le président sortant et lui, mais ce serait de façon naturelle qu'on pourrait le promouvoir. Donc on n'a eu aucune réserve mentale à le soutenir pour qu'il gagne le pouvoir. Mais il exerce aujourd'hui. Et les sachants doivent pouvoir donner leur point de vue. Et je dis, l'exercice du pouvoir du peuple contre le peuple pour en tirer avantage est une erreur grave et fondamentale. Et qu'ensuite, l'utilisation du pouvoir pour mettre le grappin sur les ressources nationales au détriment du grand nombre, eh bien, c'est une faute lourde. Le peuple pourrait être aussi suspicieux à votre égard. Attendez. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, heureusement, ce n'est pas moi qui dirige le pays aujourd'hui. Et si vous dirigez le pays alors que vous n'avez plus, le peuple n'a plus aucune confiance, alors dites-moi non. Dites-moi que le peuple béninois a confiance en son chef d'État aujourd'hui. Dites-le-moi. Le peuple, non seulement est furieux, et peut-être furieux contre nous-mêmes, je n'en sais rien, mais au-delà de cela, le peuple également a une crainte. Laquelle? Parce que nous sommes devenus fous. Et nous avons été pour des raisons politiques. Nos élections ont toujours été des kermesses joyeuses, où chacun blague avec son voisin, l'époux et l'épouse. Oh, qu'est-ce que tu trouves à ce tout film-là? Oh, qu'est-ce que tu trouves à ce bandit?
Et à la fin, le Bénin se retrouve toujours sur ses deux pieds. Mais nous avons été jusqu'à tirer des balles réelles. On a amené nos militaires, ceux qui sont chargés de défendre notre pays et notre peuple, à tirer contre nos enfants. On les a tués. Il ne faut pas nous dire le contraire. On les a tués. Et le peuple se dit, mais qu'est-ce qui pourrait encore nous arriver? N'oubliez pas, nous ne sommes que 10 millions d'habitants. Hein. C'est-à-dire un quartier de ville, un quartier de Mexico. Ou même de Lagos. Mais, lorsque nous sortons des idées pour construire, le monde entier nous écoute. Nous constituons un modèle. Et c'est tout cela qui me fait mal. Parce que depuis 2016, même nos voisins, même le président de la République du Togo, n'a pas mis pied chez nous. Mais c'est inquiétant. Ça veut dire que cette rupture de confiance du peuple en nos dirigeants est vécue également par les autres peuples, les autres républiques alentours, les autres États alentours. Le Burkina, leur port c'est ici. Le Niger, leur port c'est ici. C'est chez nous, à Cotonou. Mais vous les avez vus? Vous avez vu leur chef? Non, je ne suis pas venu ici. Personne n'est venu me voir. Et plus grave, le Nigeria a dit non seulement vous n'êtes pas fréquentable, mais vous êtes dangereux pour nous. Vous ne réalisez pas ce qui arrive au Bénin. Non, ils ont fermé leur frontière avec nous. 714 km, et même plus. Et on ne peut plus passer. Est-ce que Patrice Talon, aujourd'hui, n'est pas un visionnaire mal compris? Oh, vous savez, ça c'est des mots. Visionnaire mal compris. De toute façon, une vision, ce n'est qu'une vision. Et ne comprend que ceux qui veulent bien mettre sa foi dedans. Ce n'est pas une question. S'il veut qu'on le comprenne, et cela c'est très simple, c'est d'utiliser le pouvoir qu'on lui a conféré pour le bien-être du peuple, pour la paix et l'unité nationale. Ce n'est pas en divisant le nord et le sud, ce n'est pas en cherchant, n'est-ce pas, à soumettre des communautés comme les Nagos et autres, ce n'est pas ça. Parce que moi, ma peur c'est ceci, c'est qu'après cela nous ne puissions plus ressouder les morceaux. Parce que pour ceux qui savent d'où nous venons, comment le peuple béninois a été constitué, comment la République, le territoire béninois et le peuple béninois a été constitué, nous avons peur de tout ça. Parlons des élections. Dites-moi, est-ce que aujourd'hui il ne fait pas montre de sa bonne foi en ouvrant carrément le jeu? Non, ne me parlez pas ici, parce que vraiment, j'aime pas moi je n'aime pas la langue de bois. Je suis médecin, vous posez les bons diagnostics, vous faites le bon traitement et vous avez les résultats. Non, pas de mentir. De quelle élection on parle? Mais M. Patrice Talon, nous l'avons élu président de la République du Bénin. Et personne ne conteste ça. Il est notre président. Mais il fait très mal. Et ce qu'il a fait très mal en politique, c'est d'oser choisir 83 individus que personne n'a élus ou que 4% seulement se sont agités à élire. Et qu'il a installé Manu Militari au palais des gouverneurs. Je dis ça, il faut le faire, c'est une profanation grave de ce lieu sacro-saint. Moi j'ai été député. Et je peux dire que la gravité de cet acte-là est telle que tous les organisations internationales, vous avez vu toutes les péripéties avec l'Union européenne, vous avez vu notre dernière visite officielle entre griffes aux États-Unis. Les gens n'ont pas besoin de prendre, disons, un coucou pour nous chasser avant qu'on comprenne que nous n'étions pas les bienvenus. Et je dis, il faut oser faire ces choses-là. C'est simplement à cause de cette affaire-là. Nous n'avons pas d'assemblée. On a une assemblée privée
du chef de l'État. On a une cour constitutionnelle privée du chef de l'État. On a une justice complètement soumise, n'est-ce pas? Et vous me parlez maintenant de réforme politique, vous me parlez d'élection. De quelle élection vous parlez? Quand on dit que si tu fais élire ton cousin qui a de bonnes pratiques ici, et qu'il a obtenu les 80% de la commune, des voix de la commune, s'il est parti avec un parti, s'il est allé aux élections avec un parti qui n'a pas 10%, lui on le laisse de côté, et c'est le bandit que tout le monde a rejeté, c'est lui dont le parti a 10%, c'est lui qui deviendra le maire. Je vais vous dire une chose. Nous avons dénoncé ces lois qui sont des lois, qui sont des malfaçons normatives. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai tout fouillé. Je n'ai jamais vu une loi qui s'apparente à celle-là. Et la crise qui est entretenue, l'histoire d'octobre là qu'on a eu à faire, parce que sous la pression internationale à l'intérieur, on veut se réconcilier à l'international. Parce que quand vous allez, même les amis se moquent de nous. J'ai entendu une boutade de Ouattara. J'ai eu la nausée. Parce que Patrice Talon, M. Patrice Talon, a été bien élu. Nous l'avons élu. Il y a des gens qui ne devraient pas nous parler ainsi. Mais ils l'ont fait. Laissez-moi finir parce que votre question est importante. Alors, les élections, toutes les institutions sont entre les mains de celui-là. Il a fait un pseudo-dialogue d'où étaient exclus tous ceux qui peuvent apporter, lever le débat et apporter l'histoire sur le terrain qui convient. On est allé même jusqu'à débaucher des entités, des ailes entre griffes de certains partis pour pouvoir se donner bonne conscience. Et notre constitution, oh, il ne fallait pas faire ça. Notre constitution a été violentée la nuit profonde, au tout petit matin du 1er novembre. Donc, la fête de tout ça. Aucun membre de ce peuple, à part eux. Moi, je ne connais pas la constitution qui régit le pays aujourd'hui. On peut tout dire du Bénin, nous étions au moins d'accord sur notre constitution. Tout le peuple béninois était d'accord autour de cette constitution-là. Aujourd'hui, qui connaissent le contenu de cette constitution? Et on va à quelle élection on va? Avec quelle loi? On a dit qu'on a retouché les lois, etc. Non. Je crois que dans ce que nous faisons, le peuple, surtout au niveau politique, il y a divers courants. Mais il y a surtout ce qu'on appelle une patience petite bourgeoise. Et moi, je suis très jaloux de ma liberté. Je suis libre dans mon corps et dans mon âme. Et je souhaite que chacun fasse cet effort-là. Nous n'avons rien à foutre dans les élections communales qui viennent. On n'a rien à foutre. Nous n'avons rien à foutre parce que simplement les institutions qui vont organiser ces élections-là, qui est là-dedans. Et d'ailleurs, quand nous avons fini d'élire le président de la République, il y avait combien de maires? On se pose la question. Parce que c'est une gouvernance, nous parlons d'une gouvernance. Mais il avait combien? Vous pouvez citer un seul maire qui est opposant aujourd'hui, qui est insoumis? Vous avez vu de quelle manière le maire élu de Cotonou, la plus grande ville de Cotonou, du Bénin, vous avez vu comment il a été traité? Comment il a été chassé de son pays? Mais pourquoi vous ne le dites pas à vos amis opposants? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont en train de faire les couloirs et obtenir le pass et participer. Ils vous répondront de leur motivation. Je ne suis pas là pour eux. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Monsieur Léadi Soglo n'a pas toujours dit les mêmes choses, mais il était le maire élu. Et en tant que démocrate, nous devions tous le respecter. L'autre chose, le maire de Ouida,
mon frère et ami Séverin Adjovi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je connais Séverin Adjovi. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Séverin aime profondément sa vie. Il était là pour construire sa vie avec les moyens qu'il a à sa disposition, avec ses propres moyens et ses amis. Et on l'a chassé. Il a fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Non, vous ne voulez pas ça, vous êtes journaliste, vous ne voulez pas savoir. Moi non plus, je le sais. Allez à Paracou, allez demander au maire qui était là avant Toko ce qui s'est passé. Mais on a fini par renvoyer tout le monde, même du coup, on a fini par renvoyer tous ceux qui n'étaient pas soumis, volontairement soumis. C'est aussi simple. Je suis médecin de mon pays. Il y a des pièges dans lesquels je ne tombe pas, moi. Alors ça m'amène quand même, je tiens à vous poser la question de savoir, à un moment donné, on vous a vu aux côtés du mouvement de la résistance, mais vous vous dites quoi au sein de ce mouvement? Pour qu'aujourd'hui, les mêmes qui continuent de dénoncer l'exclusion faite lors des élections législatives, ces mêmes-là, à leur corps défendant, s'échinent pour obtenir le pass et aller à ces élections communales. Je suis un homme politique, quoi. Il y a des débats d'accord que nous menons qui n'ont pas besoin d'être transférés sur la place publique parce que ça n'avance à rien. Je crois qu'ils ont leur analyse. Hein. Mais moi, je suis un coach politique au long cours. Non, je vais vous dire. Et nous reviendrons ici et vous me poserez la même question. Parce que vous aurez constaté par vous-même tout ce que je dis. Il n'y aura en 2021 aucun candidat vraiment porté par le peuple et digne de ce nom face à M. Patrice Talon. Si tant est qu'il voudrait bien rempiler. Puisqu'il avait nié, renié, il avait dit je ne ferai jamais un mandat unique, il voulait même mettre ça dans la Constitution, etc. Mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il est déjà candidat. Et tout se fait aujourd'hui soigneusement, je dis avec grand soin, pour écarter tout le monde. Non, j'ai fait ça toute ma vie. Je dis j'ai fait ça toute ma vie. Et vous ne pouvez pas, c'est comme le jeu, c'est comme Adji, ton frère. Hein? Quand vous avez fait quand l'autre met son doigt comment vous appelez, dans la vallée là, tu sais déjà si tu dois le battre ou non. Moi je sais. Et je lis avec précision tout ce qui se passe. J'ai dit, les amis qui s'excitent parce qu'ils devaient être candidats, ça leur manque un peu, ces hommes politiques. Mais je ne pense pas que c'est pour avoir la masse critique de ces élus pour pouvoir être candidat demain. La lutte, c'est la lutte pour le rétablissement des acquis démocratiques. La lutte que nous menons, c'est pour que les conditions optimales qui ont permis à M. Patrice Talon d'être élu, que ces conditions-là soient rétablies. C'est ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas son siège. Mais nous disons que les acquis démocratiques doivent être restaurés. Que l'état de droit, nous avons droit à une justice. Nous avons besoin d'être protégés par notre justice. Le métier que je ne voudrais pas faire aujourd'hui, c'est d'être juge. Parce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature qui est là, qui pointe un pistolet sur votre table. Jugez comme ça, jugez comme ça. On a cette impression. Heureusement que c'est une impression. Non, c'est une désagréable impression. Et je dois dire que lorsque c'est ainsi, nous ne pouvons pas continuer. Parce que je vais vous dire, les piliers de la démocratie pluraliste, les grands piliers de la démocratie pluraliste, le premier, c'est l'existence d'une opposition forte et crédible, capable d'entraîner l'alternance au sommet de l'État. Ça fait un. Deuxième chose, c'est un État de droit, donc une magistrature indépendante qui permette, qui protège le citoyen lorsqu'il émet ses opinions.
Et une presse tout aussi libre, qui puisse exprimer tout ce que les opinions divergentes ont eu à sortir, à dire. Et ensuite des élections régulières, transparentes, crédibles, acceptables par tout le monde. Ce qui se passe là avec des lois complètement tordues, une constitution que personne ne comprend, et tout ce qui se passe là. Mais rien n'a été fait pour corriger tout ça. Et les libertés, vous les mettez où? Si je ne veux pas être juge, je ne veux pas être journaliste non plus aujourd'hui. Et on vous reproche, je sais qu'on vous reproche déjà de nous donner le micro, de mettre votre caméra sur nous. On vous le reproche. Et c'est 18 mois, hein, vous maintenant, c'est le mot, le chiffre qui vous conduit, qui veut être journaliste. Alors vous avez bien 18 mois. 18 mois. Le monde entier le sait. Mais vous pensez que dans ces conditions-là, moi j'irai m'aligner sur une liste et dire que je vais aligner une liste pour dire que je vais aux élections? Non. Il y a 77 maires, comme ils se sont entendus pour partager les 83 députés, que le BR prenne maintenant 77, que eux prennent peut-être 47, et que le prenne 30, etc. C'est comme ils savent bien le faire à l'Assemblée, ils n'ont qu'à le faire également dans nos régions. Et c'est ce qui va se passer. Et vous verrez. Mais vous doutez encore de ça. Eh bien, vous allez vous faire enterrer vivant un jour. Moi, je suis de ceux qui, ayant eu des prémices aussi fortes, nous disons, on ne peut pas continuer comme ça. Et notre résistance, ce n'est pas pour le siège de Talon, non, il a été béni. Ça, vraiment, vous pouvez tout dire. Moi, c'est pour le rétablissement des acquis démocratiques. C'est pour l'état de droit. Et c'est pour les libertés. Et ces objectifs-là, je crois que nous, ceux qui sont de la résistance, ils n'ont pas oublié ces objectifs-là. Ils ne les ont pas oubliés. Ils ne peuvent pas les avoir oubliés. Par conséquent, si vous voulez que j'aille plus loin, je ne saurais y aller parce que ce que nous disons tous les jours, parce que c'est un problème de niveau de conscience aussi. Il faut qu'on se parle. Et nous parlons beaucoup. Moi, je n'aurai aucune ardeur. Je ne ferai aucun empressement pour aller à ces pseudo-élections. Eh bien, ils vont y aller, mais ils viendront se plaindre encore devant moi pour dire, vous voyez, ils nous ont... Voilà. Mais moi, je souhaite simplement pour le Bénin que la confiance renaisse. Pour que le peuple béninois reconnaisse à travers ses dirigeants, des dirigeants vertueux, que les peuples, les communautés du Bénin restent soudés, que la concorde nationale soit rétablie aussi, c'est très important. Le peuple aspire au bien-être et à la paix. Nous devons travailler pour cela. C'est pourquoi je dis, le président de la République ne peut pas continuer dans sa logique. Je lui conseille ça, je lui dis de changer de logique. Au total, c'est pour dire simplement que le Bénin est en grande tribulation. Le Bénin connaît une tourmente extrêmement grave. Mais le peuple béninois aspire à la paix et au bien-être. J'espère que la situation que nous vivons aujourd'hui et les aspirations profondes du peuple béninois vont s'équilibrer dans une balance qui nous permettra, n'est-ce pas, de surmonter tout cela. Mais le président Patrice Talon, s'il aime m'écouter, et je lui suggère d'aimer m'écouter, s'il aime m'écouter, il faut qu'il change complètement de paradigme. J'ai une toute petite question pour finir vraiment cet entretien. À moins d'un recul, alors sans précédent, du Bénin, après le système Talon, à quoi pourrions-nous assister? Parce que c'est vrai, on demande aujourd'hui la restauration des acquis démocratiques, mais ça ne risque pas d'arriver encore sous l'ère Talon. Donc,
Dans quoi nous conduisent ces réformes-là? Écoutez, lorsqu'il a fait voter ces lois dangereuses, la charte des partis ainsi que la loi électorale, j'ai été de ceux qui ont animé la clinique constitutionnelle que mon confrère et ami Joseph, Joël Aïvo organise au sein de l'ABDC. Et où nous avons, avec les scientifiques, scanné. Hein? Nous avons fait les meilleurs diagnostics, nous avons soulevé tous les points qui pouvaient être sujets à problème. Et ils étaient là. Le président de la commission des lois était là, avec nous et d'autres. Et ils nous ont écoutés. Et ces articles sont là. On est parti retoucher un certain nombre de choses. Et juste ce qu'il faut pour ne pas perdre la main. Vous avez dit qu'il ne changera pas. S'il ne changera pas, eh bien, les gens qui l'ont élu, ils sont là. Je crois qu'il a goûté un peu le 28 avril, 29 avril, 29, j'ai oublié la date, le jour des élections législatives. Mais il a goûté un peu, juste un peu, ce qui peut se passer dans ce pays. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'aller voir avec ses amis de l'Assemblée, son Assemblée privée, pour retoucher un peu cette affaire. C'est moi qui ai dit ça. Non, je ne vais pas dire ça. C'est moi qui lui ai dit de donner des récépissés aux gens maintenant. Avant c'était terminé, BR, UP, c'est terminé. Et mon grand frère Amoussou, il dit qu'on et d'autres sont dans cette affaire. C'est la honte. C'est la plus grande déception de ma vie. Parce que c'est des années avec lesquelles nous avons appris à nous confectionner des vecteurs directeurs qui ne nous trompent jamais en matière politique. C'est eux qui aujourd'hui vous dites qu'ils ne seraient pas obligés de rétablir les acquis démocratiques. Vous savez, du point de vue sémantique, ce qu'on appelle démocratie, démos, ça veut dire peuple. Et kratos qui veut dire pouvoir, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et pour le peuple, c'est la définition générique grecque du terme. Et notre constitution en a fait sienne. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé aujourd'hui, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est devenu. Ils l'ont détricoté là, je ne sais pas ce qui en reste. Mais c'est cela que nous avons adopté ici. Et comment on appelle l'autre, le président de la Cour constitutionnelle, Diogbinou, Joseph, etc. Je dis, mais il est très jeune, lui. Il est trop jeune pour faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il va retourner, n'est-ce pas, dans le domaine scientifique. Il ne sera plus jamais le même homme. Moi, j'ai fait la politique toute ma vie. Je suis tranquille chez moi. Je suis vraiment tranquille chez moi. Il n'y a aucun affairiste pour dire, pour m'interpeller. Il n'y a aucun policier pour m'interpeller. Parce que, quand on vous dit 1 plus 1, quand vous êtes scientifique, 10 dans la base, ça c'est égal 2. 10 ça. Ne dites jamais autre chose. Parce que vous trahissez votre âme. Vous ne serez plus jamais le même. Alors, moi, ils sont plus à plaindre que moi qui suis tranquille ici. Dites-leur que je dors bien, que je suis vraiment léger. Mais je leur conseille de rétablir tout de suite les acquis démocratiques afin que on nous les oblige à le faire. Que les circonstances les obligent à le faire. Ils vont le faire en courant. Ils vont le faire peut-être leur tête, n'est-ce pas, dans la corde. Parce qu'il s'agit du peuple. Et il n'est pas prévisible. Le peuple furieux s'est tu. C'est peut-être le calme qui annonce la tempête. Je ne voudrais pas être un prophète de mauvais augure. Je voudrais simplement dire que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de bien-être. Nous avons besoin de paix et de bien-être. Nous l'avons élu pour un léger mieux. Nous ne demandons pas de tout faire, mais un léger mieux. Nous avons déjà construit l'édifice du Bénin. Nous voulons que vous l'entreteniez et que vous ajoutez une petite teinte de votre connaissance. C'est ce qu'on lui a demandé.
pour caricaturer. On ne lui a pas dit de démolir l'édifice. Alors, nous sommes sous un gravat aujourd'hui. Que même celui qui a créé tout ça ne sait même pas comment reconstruire tout ça. Il ne le sait pas. Parce que humainement, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il est allé trop loin. Jusqu'à tuer nos enfants. Quand vous avez franchi au Rubicon, c'est fini. C'est fini. Donc pour lui, je l'ai qu'à mourir aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le pouvoir. Je continue de dire, l'exercice du pouvoir, ça demande de la douceur. Ça demande de la persuasion. Ça demande de l'élégance. Ça demande tout sauf la violence. L'exercice du pouvoir doit pouvoir tout faire pour que la violence n'advienne jamais, que la violence ne nous éclabousse, nous amène à faire des choses que nous regrettons. Aujourd'hui, le Bénin a des plaies qui sont très béantes. Tout le monde souffre dans sa chair. Mais nous continuons de dire que le Bénin n'a jamais baissé l'échine pour l'échine devant les vicissitudes de l'histoire. Le Bénin a toujours relevé la tête et a continué son chemin. Et bien, bientôt, vous les chercherez et vous ne les verrez plus. Dites que j'ai dit ça. On vous entendra le dire en tout cas. En tout cas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi.